Alors, accueillez avec moi très chaleureusement Romain Pourchon et Simon Leblanc de Deloitte. Mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de notre dernière étude qu'on a faite dans le cadre de notre partenariat avec la chaire UX et le Tech3 Lab sur l'industrie de l'hypothèque. Et comment on utilise la neuroscience pour raffiner nos tests utilisateurs, aller encore plus en profondeur dans l'analyse de l'expérience utilisateur lorsqu'il est en train de chercher de l'information sur les produits hypothécaires, qu'on soit novice dans le domaine, c'est-à-dire la génération Y qui n'a pas encore de maison et qui commence à regarder, étant donné qu'ils viennent tout juste de graduer, et aussi le public qui a déjà fait le processus et qui envoie peut-être de renouveler son hypothèque ou de racheter une nouvelle hypothèque pour sa deuxième maison. Alors, un peu de contexte. Pourquoi cette industrie était intéressante pour nous? C'est que, contrairement à ce qu'on peut penser sur cette nouvelle génération qui n'achète pas de voiture, qui prend le Uber, qui n'achète pas de vélo, qui prend des Jump ou des Bixi, ça reste quand même que la maison, c'est pour eux une priorité numéro 1. On voit 85% des Canadiens, même les plus jeunes, considèrent l'achat d'une maison comme leur première priorité une fois qu'ils graduent, et c'est la raison, le projet qui les guide dans leur première épargne. C'est aussi une industrie qui est en croissance, 8 milliards considéré à 8 milliards, évalué à 8 milliards au niveau du mortgage businesses of the 7 big banks in Canada. Ça, c'est suite à nos recherches avec nos projets qu'on a fait avec différentes banques, qu'on a réalisé que finalement, toutes les banques avaient majoritairement les mêmes problèmes durant l'expérience consommateur et durant chacun des touchpoints qu'on a avec les différentes banques. Donc vous voyez que la première partie, Advise, on cherche de l'information. Malheureusement, l'information est complexe, elle est parfois en ligne, elle est parfois pas en ligne, il faut se déplacer. Et il y a très peu de personnalisation. La seule personnalisation que l'utilisateur estime, c'est la complétion de formulaires reliés à ses budgets, reliés à ses revenus personnels, reliés à ses dépenses personnelles pour avoir des montants mensuels suggérés. La deuxième partie, c'est Apply. Énormément de formulaires, parfois papier, parfois digitaux, et parfois aussi redondants. C'est-à-dire que durant l'expérience, on demande toujours les mêmes informations, toujours les mêmes confirmations, alors que pour eux, c'est une banque, ils devraient communiquer entre eux, ils devraient se parler, puis à partir du moment où j'ai partagé une fois l'information, elle devrait être disponible sur tous les canaux. La troisième étape, c'est décision. Alors à partir du moment où on a complété le formulaire, on a une pré-approbation, on nous dit très bien, vous êtes pré-approuvé, laissez-nous le temps d'y penser. En tant qu'utilisateur, on n'a aucun avis, aucune communication, et c'est vraiment une black box. On ne sait pas finalement qu'est-ce que la banque est en train de faire, et on reçoit juste une confirmation ou au contraire, malheureusement, un avis négatif. Finalement, closer. Donc, on finalise, parfois on doit se présenter en succursale, juste pour une signature. Donc c'est majoritairement un pain point, alors que le reste de l'expérience aurait pu être 100% digital, mais là, encore une fois, il faut se déplacer. Et malheureusement, parfois, quand il faut le faire en ligne, on ne peut pas uploader les documents, il faut quand même se déplacer ou les envoyer par la poste. Donc aussi, major pain point in this step. Finalement, l'étape de post-achat, où là, on aimerait du support, on aimerait que notre banque, avec qui on a fait affaire pour un des produits les plus importants de notre vie, finalement, une première maison et une hypothèque à un montant assez exorbitant, on espérerait quand même avoir du support des gens de la banque qui nous contactent pour savoir si ça va bien, si les transactions se font bien, si on peut automatiser ces transactions. Malheureusement, il y a très peu de services qui sont offerts. Donc, notre réalité, c'est qu'on est dans un environnement avec une industrie qui est en croissance, où la jeune génération, quand bien même, va continuer d'acheter et veut continuer d'acheter des maisons et donc des hypothèques, et il y a énormément d'opportunités à l'amélioration. Alors, pour ça, donc depuis, on n'est pas les premiers qui se sont rendus compte de ce problème-là, il y a énormément d'acteurs qui sont arrivés dans ce marché-là et qui essayent de résoudre une partie des pain points, une partie des étapes du Customer Journey.
énormément de startups, énormément de PME, TPE, mais aussi des banques comme TD, Banque Scotia, qui ont décidé de développer leurs propres assets, leurs propres technologies. Malheureusement, aujourd'hui, ce fait d'avoir des acteurs indépendants dans chacune des étapes rend l'expérience quand même très cassée, c'est-à-dire en silo, où on sent quand même que même si on est en train d'interagir avec une seule banque, elle, en arrière, est en train d'interagir avec plusieurs fournisseurs qui requièrent plusieurs informations différentes ou même parfois les mêmes informations. Donc nous, on s'est décidé de commencer par la base, c'est-à-dire les premières étapes du Customer Journey, et notamment l'étape de l'information, de l'éducation. Essayer de comprendre c'est quoi ce type de produit, quelle information on a besoin pour choisir le bon produit, et commencer à compléter donc, des formulaires qui vont après nous faire passer dans les étapes de borrow, donc purchase et acheter. Alors notre méthodologie, on a organisé donc une recherche, un test utilisateur en collaboration avec le Tech3 Lab qui visait donc à évaluer et à benchmarker 9 banques canadiennes, plus ou moins digitales, plus ou moins connues au Québec et au Canada, plus ou moins appréciées des jeunes et des moins jeunes générations, et prendre ces 9 banques-là et répondre à une question de recherche très précise, qui est le UX leader dans cette industrie-là? Et s'il y en a un. Pour ça, on a évalué donc 4 tâches spécifiques. Donc concrètement, pour les UX researchers et UX designers de la salle, c'est comme si on avait fait 4 tests utilisateurs avec 4 instructions précises, mais 9 fois, parce qu'on a 9 banques à évaluer, 9 stimuli. La première, c'était trouver son taux d'intérêt. Donc là, on avait demandé, c'était l'instruction très claire, trouver le taux d'intérêt 5 ans, taux d'intérêt fixe, sur le site de Tangerine. Puis après, même chose avec CIBC, Desjardins, ainsi de suite. La deuxième, c'est évaluer son habileté à acheter, donc à borrow a first home, et à acheter donc un mortgage, une hypothèque. Troisième tâche, calculer les paiements mensuels provisoires, si en effet on achète ce type d'hypothèque. Et vous le savez, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a de multiples calculettes, multiples formulaires à remplir, et finalement, le résultat de ces formulaires-là, c'est un montant mensuel suggéré, ou parfois une échelle de montant, avec un montant minimum, un montant maximum sur la valeur de l'hypothèque que leur banque suggère. Et finalement, quatrième étape, c'est compléter ce formulaire-là, qui est finalement la dernière étape de l'aspect de l'étape informationnelle, avant d'être contacté par la banque pour continuer le processus et demander la préapprobation. Alors pour ça, on a utilisé la neuroscience. La neuroscience, selon moi, fait partie d'une des méthodologies qui sont disponibles dans le domaine du UX Research, de la recherche utilisateur. Puis on en a parlé aussi beaucoup aujourd'hui avec les biais cognitifs et la possibilité de varier de qualitatif, quantitatif. Cette fois-là, on s'est vraiment concentré sur du quantitatif. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, étant donné que c'était un benchmark, notre public de ce document-là, de cette étude, est majoritairement des leaders, des gens qui doivent prendre des décisions sur est-ce qu'on devrait investir dans ce produit numérique, est-ce qu'on devrait améliorer ce produit numérique, ou est-ce que le problème n'est pas là, il est autre part. La question aussi, c'était est-ce que finalement nos produits numériques actuellement se positionnent comme des leaders sur le marché, ou est-ce qu'on doit s'améliorer pour atteindre et suivre les meilleures pratiques de l'industrie pour atteindre le top 3, le top 1. La deuxième raison, c'est que, étant donné que c'était un benchmark, il fallait absolument que ça soit quantitatif, numérique, puis facile à comparer à travers les banques. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la neuroscience de manière à donner un score entre 0 et 100. 0, c'est une expérience qui est catastrophique, où on l'a vu ce matin avec les outils issus de la neuroscience, où on voit vraiment une intensité, c'est-à-dire un niveau de sudation qui est très élevé, et un niveau de valence émotionnelle qui est très faible, c'est-à-dire on est vraiment sad, on est vraiment, l'interaction génère un pain point énorme. Donc on utilise ces outils-là, on les triangule, et donc on donne un score entre 0 et 100 pour chacune des banques, pour chacune des tâches. Alors un peu de photos, l'idée de passer par le Tech3 Lab, c'est aussi pour nous d'avoir l'accès à des experts, tant en marketing, tant en TI, mais aussi en intelligence d'affaires, étant donné que là, on va parler avec énormément de données en arrière, énormément d'algorithmes pour calculer ce fameux score entre 0 et 100. Donc pour nous, c'était très logique de passer via un laboratoire académique et non pas de faire ça à l'interne dans notre propre laboratoire.
Alors, la méthodologie, concrètement, vous l'avez vu avec les vidéos ce matin, comment on capture les données. Donc, premièrement, la valence émotionnelle, une caméra qui est positionnée en face de l'utilisateur, qui capte la valence émotionnelle, si on est content ou triste, et donc qui capte vraiment l'aspect binaire de l'émotion. Est-ce que c'est une bonne émotion ou est-ce que c'est une mauvaise émotion? Le deuxième aspect, c'est donc l'intensité de l'émotion. Est-ce que cette émotion positive ou négative, elle est si intense qu'elle devrait être considérée comme un major pain point à adresser, ou est-ce que finalement l'expérience est plutôt sereine et où l'utilisateur est relaxé? On prend à chacun des moments T, donc on parle vraiment de millisecondes, on capture ces données-là, on les synchronise et ça nous donne donc ce point entre 0 et 100. Et ça nous permet, à travers le temps, à travers les 4 tâches et à travers donc, les 9 banques que les gens ont testées, ça nous permet de développer des customer journeys, exactement comme on fait avec de l'observation, des études ethnographiques, mais non pas cette fois basées sur ce que les gens nous disent, sur ce qu'ils relatent, mais basées sur leurs données physiologiques. Alors, comme vous pouvez le croire, organiser ce test-là, malheureusement, ça prend énormément de temps. Si on demande à l'utilisateur de faire ces 4 tâches sur ces 9 banques, c'est énormément chronophage et à la fin, avec ces sensors dans un laboratoire fermé, ça risque de biaiser finalement les données, le fait que la personne reste au laboratoire plus d'1 heure, voire plus d'1 heure et demie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux participants de faire certaines banques et d'autres de faire le reste des banques. Chacun faisait les 4 tâches, mais certains étaient assignés à Desjardins, TD, CIBC, et le reste des participants, le deuxième participant, devait tester Tangerine, Nesto et la Banque nationale. Alors, les résultats. 3 grands résultats qui ressortent de cette étude, c'est premièrement que aucun acteur qu'on a évalué n'est actuellement le UX leader de l'industrie au Canada. Bon, vous me direz, si vous faites partie des banques, c'est un point négatif parce que vous n'avez pas de best practice à suivre en termes de mortgage leader, UX mortgage leader, mais l'avantage c'est que ça donne des opportunités aux 9 banques de prendre cette place-là et d'utiliser les bons coups de chacun pour devenir ce UX leader. Même si on n'a pas vu de UX leader à travers toute l'industrie, ça reste quand même qu'on a remarqué des banques qui performaient mieux sur des tâches spécifiques. Donc par exemple, je dis au hasard, Desjardins va très bien performer sur la recherche du taux d'intérêt 5 ans, mais malheureusement, l'expérience est un peu moins agréable sur la complétion du formulaire. Donc c'est pour ça qu'au niveau moyen, on n'a pas de UX leader, mais ça reste quand même que chacune des banques peut s'inspirer des leaders de chacune des tâches qu'on a effectuées. Le deuxième résultat très probant, c'est que même si on n'a pas de UX leader, de meilleurs praticiens dans le domaine, ça reste quand même que la majorité des pain points qu'on a évalués se regroupent sous différentes catégories. Donc il y a des meilleures pratiques à présenter, à utiliser en tant que designer et à toujours se remémorer en disant « je sais que ces sources-là sont les sources les plus fréquentes, les plus communes des points de friction générés durant l'expérience de digital ». Voilà. Ça, c'est mon équipe qui sûrement m'a pris en photo. Le troisième résultat, c'est que parmi ces pain points, ces points de friction-là, il y en a un qui revient énormément, qui est très fréquent, c'est le problème de navigation. C'est-à-dire que, et d'où le titre que Andrew avait choisi, c'est le paradoxe finalement du mortgage experience. Durant ces dernières années, on a énormément investi dans le produit en tant que tel, mais c'est comme si on en avait fait un trésor qu'on avait caché derrière une porte puis qu'on n'avait pas donné la clé de cette porte-là à l'utilisateur pour ouvrir et trouver le trésor. Donc la technologie peut super bien marcher, on a énormément investi, mais quand on se connecte en tant qu'utilisateur sur le site web, en tombant sur la page d'accueil, malheureusement, c'est très difficile de trouver l'accès à ce trésor-là. Alors, un peu plus en détail. On a décidé, pour des raisons, parce que c'était une conférence où l'objectif c'était de transférer les connaissances et l'information, on a décidé pour l'instant de flouter et non pas d'associer la période de questions à « moi je suis basé où », mais Simon et moi, on sera, après la conférence, disponibles pour aller un peu plus en détail sur chacun des scores de chacune des banques pour chacune des tâches. Et aussi, on a pris en vidéo l'expérience réellement vécue par les participants. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous d'imager un pain point, puis de le voir vraiment avec la souris qui est en train d'hésiter sur le bouton pour savoir si c'est ce bouton-là qu'il faut cliquer ou pas. L'idée, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de UX leader à travers les 4 tâches,
Par contre, on a des meilleurs praticiens dans une des tâches spécifiquement qui pourraient agir comme vraiment l'exemple à suivre pour le reste de l'industrie. Donc le deuxième point, c'est qu'on retrouve des sources communes de pain points, donc de points de friction. On a catégorisé ça en 4 aspects. Le premier, c'est l'architecture de l'information, donc comme je le disais, le plus fréquent. Malheureusement, l'organisation des menus, des sous-menus, puis le label, donc vraiment l'intitulé du menu et du sous-menu qu'on donne, n'est pas explicite ou n'est pas assez explicite pour l'utilisateur. On n'utilise pas le vocabulaire que l'utilisateur utilise au jour le jour pour discuter de ces fameux produits hypothécaires avec ses collègues et sa famille. Et donc, ça crée un point de friction énorme parce que la personne s'attend à trouver hypothèque. Depuis tout à l'heure, je dis hypothèque, alors que la majorité des sites l'appellent préhypothécaire. Et donc là, le fait de voir ce problème-là, on se pose la question, est-ce qu'on parle du bon produit? Est-ce que c'est l'information que je cherche est cachée en arrière de ce menu? Ou est-ce qu'il faut que je continue à naviguer? Le deuxième aspect, c'est les éléments UI. Quand la majorité de l'expérience de recherche d'informations de produits hypothécaires s'avère être des complétions de formulaires ou des complétions de calculettes pour savoir quel est le montant mensuel prévisionnel à payer. Malheureusement, après avoir complété donc, ces formulaires-là, après avoir rempli toutes ces informations-là, les résultats de ce formulaire-là ou de ces calculettes-là ne sont pas assez visibles. Donc soit il faut scroller puis parcourir à travers tout le formulaire qu'on a rempli pour trouver le résultat à la fin, soit malheureusement, en termes de UI, il n'est pas assez attractif, il n'est pas assez mis de l'avant, et donc les personnes doivent naviguer à travers la page pour le trouver. Troisième catégorie de points de friction, c'est des problèmes techniques. Malheureusement, on le sait, les produits hypothécaires sont des produits qui sont compliqués. Le fait d'offrir la possibilité d'utiliser ces calculettes, ces formulaires-là, ça veut dire qu'en arrière, il y a une technologie qui est complexe. Et malheureusement, ça génère des bugs, ça génère des temps de chargement qui sont très longs. Et donc, ces problèmes techniques génèrent aussi énormément de points de friction. Finalement, la dernière catégorie, c'est au niveau du vocabulaire utilisé. Donc, très relié à l'architecture de l'information, sauf que là, on était vraiment dans les menus, sous-menus. Là, on parle vraiment d'expliquer le produit, donner un peu plus de descriptif, expliquer expliquer le label du formulaire qu'on veut demander. Et malheureusement, ce vocabulaire-là, ce wording-là, n'est pas facile à comprendre pour les utilisateurs. En termes de fréquence des pain points, une fois qu'on a donc ces 4 grandes catégories, la première catégorie qui est le plus fréquent, donc en effet, c'est l'architecture de l'information. En plus de ça, même si on se disait il faut se concentrer là-dessus sur le problème de l'architecture de l'information, même si l'utilisateur arrive à trouver le chemin pour compléter sa tâche, malheureusement, sur ce happy path, c'est-à-dire le chemin le plus court, le plus efficient, le plus facile, c'est ce chemin-là qui génère énormément de pain points. Donc même si on arrive à trouver le chemin, on vit quand même une expérience qui n'est pas la plus agréable. Alors, 5 meilleures pratiques que vous, en tant que designer de produits financiers dans des banques et des institutions financières, peuvent appliquer au jour le jour. Le premier, c'est donc expliquer le vocabulaire relié à l'hypothèque et offrir des descriptions, des boutons d'aide sur des labels de formulaires qui sont peut-être très techniques, que vous avez l'habitude d'utiliser parce que ça fait des années que vous travaillez dans l'industrie, mais que malheureusement, l'utilisateur de la génération Y qui ne sait pas ce que c'est vraiment une hypothèque aura énormément de mal à comprendre. Le deuxième, donc, c'est repenser l'architecture de l'information de votre site de manière à rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus intuitif le chemin qu'on va parcourir pour trouver ce formulaire, pour trouver cette calculette. Donc, il y a énormément d'activités que vous pouvez faire, notamment avec des tris de cartes. Le tri de cartes ouvert peut vous aider à mieux comprendre le vocabulaire de l'utilisateur, donc de répondre à la première meilleure pratique. Le tri de cartes fermé peut vous permettre de tester votre architecture de l'information avant de le lancer et donc de répondre à la deuxième meilleure pratique. La troisième meilleure pratique, c'est donner donc une visibilité accrue sur les résultats que les utilisateurs s'attendent à voir en premier lieu lorsqu'ils ont pris 2 minutes, 2 minutes 30 pour compléter un formulaire long comme le bras. Donc, c'est
une façon de les remercier, d'avoir pris le temps de partager ces informations-là et de donner le plus vite possible, la plus simple possible, les résultats de ces formulaires ou de ces calculatrices. Quatrième meilleure pratique, c'est de concevoir ces formulaires-là de la manière la plus intuitive possible. Les formulaires, malheureusement, dans ce contexte-là, il y en a énormément. Et en contexte d'expérience utilisateur, les formulaires, c'est quelque chose qui génère tout le temps un point de friction énorme. Juste, bon, premièrement, partager ces informations personnelles, on peut y penser 2 fois. Et puis, ça prend du temps. Et puis, parfois, c'est la même information qu'on a alors pourtant partagée avec notre conseiller en personne 1 semaine avant. Donc, ça génère tout le temps des points de friction. En termes de design, et je vous recommanderai un livre, Webform Design de Luke Wroblewski de Google, qui donne en fait les meilleures pratiques en termes de position des labels, position des fields et des meilleures pratiques qui vont permettre de rendre l'utilisateur, de rendre l'expérience utilisateur la plus intuitive possible et de scanner le plus facilement possible les pages web. Et finalement, un autre pain point majeur qui carrément cassait l'expérience, c'est les pop-up. Les pop-up, il y a tout un débat là-dessus. Est-ce que c'est positif, négatif? En termes de marketing, c'est sûr que ça peut être très positif. Lancer des discounts comme ça, contextualiser, c'est super intéressant. Mais malheureusement, quand on a complété un formulaire, qu'on s'attend à avoir une réponse et que la question, et qu'on revoit un nouveau pop-up avec une nouvelle question en disant « Vous habitez au Québec ou vous habitez en Ontario ?» on se dit ben là, tu aurais dû me demander ça avant. Ou pourquoi tu me présentes un pop-up alors que moi, tout ce que je veux, c'est finalement la réponse à ce formulaire-là, puis le montant moyen que je vais payer. Donc ces pop-up-là, il faut y repenser et parfois, de la manière dont ils sont designés actuellement, il faut même les éviter. On peut les éviter, non pas en les supprimant d'un coup, mais peut-être en posant cette question-là un peu avant ou un peu après si on estime que cette question-là n'a aucune influence sur le résultat que s'attend à avoir l'utilisateur. Alors, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, la neuroscience nous a permis, et on l'a vu un peu ce matin, d'expliquer et de mettre en avant des pain points qui n'auraient jamais été relatés avec des méthodologies traditionnelles comme des sondages, des entrevues ou de l'observation. Donc ça nous permet vraiment d'aller contrer ces biais de désirabilité parce que les gens ne veulent pas nous partager tout, ou même des biais de mémorisation parce que au fil de 4 tâches qui durent chacune 2 minutes 30, ça peut être difficile de se mémoriser la décision qu'on a prise en 500 millisecondes mais qui a généré un pain point alors que ça faisait déjà 10 minutes. Le deuxième, pour les gens de l'industrie, c'est qu'il n'y a pas de UX leader et donc ça vous donne énormément d'opportunités de vous améliorer puis d'aller chercher les meilleures pratiques de chacun des acteurs dans chacune des tâches. Et finalement, si notre public aujourd'hui est un leader qui a besoin de savoir où il devrait mettre ses efforts pour la prochaine année, ça devrait être tout d'abord dans la refonte de l'architecture de l'information pour, encore une fois, donner cette clé, cette facilité à naviguer à travers le site et finalement tomber sur ces produits hypothécaires. Alors, chez Deloitte, encore une fois, je le disais, les tests neuroscientifiques, pour nous, c'est une des méthodologies qu'on utilise et ça répond à une partie de la question. Malheureusement, quand on va chercher le pourquoi, ça peut être une supposition du modérateur, ça peut être aussi des questions qu'on va demander à l'utilisateur, mais on ne peut pas aller vraiment creuser, observer dans un contexte réel ce que les gens auraient fait chez eux. Donc ce qu'on fait et ce qu'on pense, c'est que pour nous, la recherche UX, c'est une variété de méthodologies qui doivent s'inclure à chaque fois dans différentes étapes en fonction de là où vous vous trouvez dans le projet. Est-ce que si vous êtes en phase plutôt imaginée, découverte, vous essayez de comprendre le pain point plutôt que trouver une solution, là c'est sûr que l'ethnographie, l'observation, les entrevues vont aider. Une fois qu'on a trouvé un concept qui marchait bien pour répondre à ce pain point-là, là automatiquement on passe en deliver, intégrer des tests d'utilisabilité au fil des sprints agiles, intégrer aussi de plus en plus de tests d'utilisabilité précis, donc commencer avec des tests d'utilisabilité en one-on-one, très perceptuels, et finir avec des tests neuroscientifiques, et finalement évaluer les hypothèses qu'on s'était fait avec nos 20, 40 participants qu'on a rencontrés lors des tests utilisateurs, et voir si ces hypothèses-là sont validées avec les 7 millions de clients que la banque pourrait avoir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors Romain, on parle de l'expérience de l'interface utilisateur ici, de l'interface usager, mais
pour un produit où on va, comme client, payer plusieurs dizaines de milliers de dollars d'intérêts, générer plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars de revenus pour l'institution. Quelle est la place de l'humain dans l'expérience utilisateur et quelle devrait être? C'est sûr qu'elle est encore plus importante qu'acheter un livre sur Amazon, parce que la personne considère l'expérience encore plus importante et encore plus unique parmi toutes les expériences digitales qu'elle va vivre au fil de la journée. Et puis, on l'a vu avec différentes études ethnographiques, c'est que la personne, même si, encore une fois, les générations Y n'ont pas cette volonté-là peut-être d'être propriétaires, ça reste quand même un objectif dans leur vie d'acquérir une maison, donc c'est quelque chose qui est super important. D'où la nécessité de parfaire cette expérience digitale, puis d'aller vraiment en profondeur grâce à des tests neuroscientifiques pour aller comprendre tous les pain points qu'on peut découvrir. Est-ce que, dans vos recommandations aux institutions que vous servez, est-ce qu'il y a justement des dimensions d'expérience en personne, expérience C'est une bonne question. Il y a des différences individuelles, il y a des aspects aussi culturels qui rentrent en jeu. Par exemple, on a fait une étude pan-canadienne et où on a vu clairement qu'il y avait une différence entre les Québécois et les anglophones. Je dirais Québécois francophones et les anglophones. Parce que les Québécois francophones ont tendance à se faire rassurer, c'est un gros projet, c'est un gros montant encore une fois, et donc on a besoin d'aller parfois à la succursale ou ne serait-ce que d'appeler notre conseiller pour qu'il nous confirme sur le choix de cette hypothèque, s'assurer que c'est bien en lien avec notre plan financier global, puis s'assurer que lorsqu'on la renouvelle, on est toujours bien aligné avec le plan. Versus le public anglophone qui était lui beaucoup plus autonome, où l'argent en général était un sujet beaucoup moins tabou, et eux qui étaient plus ouverts à vivre cette expérience-là de 100% digital. Donc au Québec, il y aurait potentiellement, enfin c'est certain, un besoin d'être omnicanal, c'est-à-dire que tant les touchpoints qu'on a digitaux que les touchpoints qu'on a en succursale et en présence d'un conseiller doivent vraiment être synchrones et on doit s'assurer que le partage d'informations se fait à travers toutes les parties prenantes de la banque avec qui on interagit. Est-ce qu'on voit ce genre de différence culturelle-là par strate d'âge également? Là, j'ai des billets ici qui dans mon esprit, là, mais est-ce que ça se manifeste aussi par type, par tranche d'âge? C'est sûr que parce qu'ils ont plus d'expérience et ils sont plus ouverts et ils sont plus habiles avec les technologies, la génération des nouveaux acheteurs vont être plus ouverts à utiliser des Nesto, des Tangerines de ce monde pour acheter un produit hypothécaire. Ça reste quand même que pour une première maison, c'est tellement un projet important dans leur vie qu'ils ont besoin de se faire rassurer. Peut-être qu'ils se feront rassurer seulement par un appel et un mail et qu'ils n'ont pas besoin d'aller en succursale. Mais ce confort d'être serein puis d'avoir quelqu'un qui nous a confirmé avec de l'expérience et qui connaît notre plan financier, il est quand même là. Moi, je peux peut-être vous dire là, que dans les institutions que vous avez listées, j'ai évidemment renouvelé mon hypothèque personnellement avec une d'entre elles. Et mon expérience a inclus, dans un cas, un appel téléphonique que j'ai trouvé très sympathique d'une personne et un autre d'une offre de rendez-vous qui disait « Je sais, M. Sirois, vous êtes très occupé, très, très, très occupé. Vous animez des conférences là, comme ça, puis je peux peut-être venir vous voir sur scène pendant la… » Non, sinon ça va. Mais par contre, à 7 h le matin, chez moi, avec un petit café, ça serait sympathique. Il m'a dit « Oui, je vais être là. » À 7 h le matin, alors que j'étais encore en pyjama. Je vous avoue que renouveler une hypothèque, c'est un peu embêtant, là, mais devinez qui a eu le renouvellement de mon hypothèque. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir bien fort Romain de Deloitte Digital.